Salut à tous, salut à toutes. Voilà, bienvenue sur Corvans Prod. Je vous propose, comme je vous l'avais promis après la MIA, ma petite vidéo pour vous donner les news, pour vous expliquer les changements, parce qu'il va y avoir pas mal de changements à propos de la chaîne dans les mois à venir. Et aussi donc faire une petite FAQ. J'ai concentré un peu toutes les questions qu'on m'envoie souvent par mail. Donc voilà, c'est parti tout d'abord. Dans un premier temps, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris le concept des Color Vans. Le concept des Color Vans, c'est créer, réaliser un effet de couleur, un effet d'étalonnage, de colorimétrie particulier. D'où son nom, Color Vans. Il y en a encore pas mal qui me suggèrent, quand j'envoie les formulaires, de incruster un logo, optimiser DaVinci Resolve, etc. C'est pas le but. Pour ça, je vous renvoie vers ma formation classique de suite de tutos où je détaille les outils. Le but ici, c'est vraiment d'appliquer, justement, de démontrer une application plus rapide, plus dynamique de tous ces outils dans un effet d'étalonnage particulier. D'autre part, il y en a certains qui me disent que ça va trop vite et qu'ils n'ont pas le temps de comprendre l'outil. Je vous répète, dans les Color Vans, les deux que vous avez vus jusqu'ici, il n'y a pas un seul outil que j'ai utilisé qui n'a pas été détaillé dans ma formation à l'étalonnage sur DaVinci Resolve. Donc si vous voulez le détail des outils, je vous renvoie directement vers ma formation, ma suite de vidéos, de tutos classiques sur DaVinci Resolve. J'ai justement créé ce concept des Color Vans parce que je trouvais que mes tutos classiques, ils étaient fort longs, très théoriques, je blablatais beaucoup et ils n'allaient pas beaucoup dans l'application pratique, il n'y avait pas beaucoup d'exemples d'étalonnage que je vous faisais. Donc, quand vous visionnez un Color Vans, pour moi, vous avez déjà suivi la formation Resolve, vous savez comment fonctionnent les outils, vous savez comment fonctionne le potentiel. Donc, je vous montre rapidement comment réaliser un effet, je vous détaille vite fait, bien fait, quels sont les réglages à appliquer. C'est ça le concept des Color Vans. Alors après, oui, j'ai entendu aussi que, voilà, certains me disent que c'est pas assez clair parce qu'on voit pas bien les outils, les actions que je fais. Donc, suggestion que j'ai bien entendue et que je compte mettre en pratique, c'est employer des outils pour zoomer sur les zones d'écran que j'emploie et bien indiquer qu'on voit bien exactement l'action que je fais et indiquer les clics et indiquer les raccourcis clavier que j'emploie. Ça, j'ai bien entendu. Excusez, les Color Vans sont une nouvelle série. C'est un début. Soyez indulgents, c'est un début. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et rassurez-vous aussi, attention, les tutos classiques, les tutos théoriques où je vais détailler vraiment de façon approfondie comment fonctionne un outil, le potentiel, tout ça, ça ne va pas s'arrêter là. C'est pas parce que j'ai lancé une nouvelle série que je vais arrêter l'ancienne, hein, soyons en clair, ça va continuer. Il y aura déjà encore, on va finir la formation symphonique, j'ai commencé. Il va également y avoir une nouvelle série sur Resolve. À mon avis, elle va commencer cette semaine, vous en saurez plus bientôt. Bien, ça c'était pour le premier point que je voulais éclaircir. Voilà, on va rester là, donc on va peut-être passer aux news à proprement parler. Alors le premier point que je voulais aborder concernant les futures modifications qui vont arriver au niveau de la chaîne, au niveau de la communication avec vous sur la chaîne, sur le site, la grosse nouveauté qui va arriver, c'est que la page Facebook Corvans Prod, j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur cette page justement, va être supprimée, elle va disparaître. Oui, ça doit vous sembler un peu étrange, mais j'y ai longtemps réfléchi et franchement, je pense que c'est la meilleure solution pour vous et pour moi. Pourquoi? En fait, plusieurs choses, plusieurs raisons. Tout d'abord, j'aimerais bien faire passer l'essentiel de mon activité sur YouTube et sur le site web. Pour savoir, j'ai 2000 abonnés. Merci d'ailleurs, on a passé les 2000 abonnés hier. Hein, merci. Donc j'ai 2000 abonnés sur YouTube, j'ai à peine 500, donc à peine le quart qui me suivent sur Facebook. Donc quand je communique des informations sur la page Facebook, la quasi-totalité de mes suiveurs YouTube, la majorité silencieuse suiveurs sur YouTube, ils ne le savent pas. Autre raison, en fait, la page Facebook, je trouve le système de page Facebook très mal pensé et ça m'amène pas mal de déboires. Par exemple, vous voyez, je ne peux pas publier sur les groupes SOS Post Prod, les groupes DaVinci Resolve Facebook, je ne peux pas publier sous le nom de ma page. Je peux uniquement publier avec mon compte Facebook personnel. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes, certains suiveurs qui m'ajoutent sur mon compte Facebook personnel, d'autres qui m'ajoutent sur la page, donc qui viennent suivre la page. Du coup, ceux qui viennent suivre la page, ils sont au courant de toutes les news, ceux qui m'ont juste ajouté sur le Facebook personnel, ils savent pas tout. Donc, bon, ça c'est déjà un problème. D'autre part, ça crée des doublons partout. Quand j'ai un commentaire, donc un commentaire, quelqu'un qui vient commenter sur ma page ou qui vient liker, j'ai la notification sur mon compte Facebook, j'ai la notification sur la page. C'est vraiment un bordel pas possible, c'est également un bordel pas possible pour arriver à vous répondre. Parce que directement, donc il y a certains messages que je vois pas sur la page parce qu'ils sont pas référencés. L'application de page Facebook, la gestionnaire de page, est très très mal pensée sur smartphone. Les notifications ne se mettent pas du tout à jour. Bref, c'est le bordel. Je crois vraiment que ce serait vraiment
vraiment beaucoup plus simple pour tout le monde s'il y avait un seul et unique compte qui reprend le tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau compte Facebook personnel. Je vais publier sur la page Facebook actuelle Corvansprod donc le lien vers ce nouveau compte personnel et vous pourrez tous m'ajouter pour me suivre. Croyez-moi, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour tout le monde, pour vous et pour moi. Voilà, ça c'était pour ce qui en était des news. Maintenant, on va passer à la FAQ. Ce sera une petite FAQ, ce sera rapide, évidemment, parce que j'ai 2000 abonnés, pas 2 millions. Voilà. Mais voilà, je voulais concentrer un peu la plupart des questions qui reviennent très souvent dans mes mails et vous y répondre, donc rapidement, plus ou moins rapidement, dans cette vidéo. Vas-tu proposer des tutoriels sur Fusion ou After Effects? Ça ne manque pas, il y en a toujours au moins un par semaine qui me pose cette question. Est-ce que je vais faire des tutos sur les effets spéciaux, sur After Effects, sur Fusion, etc. Une bonne fois pour toutes, je réponds à cette question, non, définitivement non. En tout cas, je n'en ai pas le projet pour l'instant. C'est vrai que par exemple, je pourrais prendre une petite formation, moi, ici, sur Fusion, et ensuite vous reproduire des tutos, comme je le fais avec Resolve. Mais le problème, c'est qu'au-delà de savoir maîtriser un logiciel, il faut avoir la créativité pour créer des effets spéciaux, il faut avoir la logique, etc. J'ai la logique, la créativité d'étalonneur, j'ai pas la logique, la créativité d'un graphiste truqueur. Je ne me sens absolument pas capable de vous proposer une formation de qualité à ce genre de logiciel. Si vous désirez des formations Fusion, je vous renvoie vers la chaîne notamment de Max Maximus. Il fait d'excellents tutos, il a abordé Fusion, il va encore en faire. Allez-y, franchement c'est gratuit, il est super, c'est super clair. Franchement, allez-y, abonnez-vous, vous aurez tout à gagner à vous abonner à Max Maximus. Voilà, ça, comme ça, au moins cette question est claire. Next. Quelles sont les caractéristiques de ta station de travail Resolve? Pourquoi ce choix? Comment choisir une bonne station? Question intéressante qui revient souvent. Donc alors, pour rapidement vous dire les caractéristiques de ma station de travail principale Resolve, c'est une tour montée maison. En tout cas, j'ai demandé à un fabricant tiers de me la monter à la main. Donc c'est une tour processeur Intel Xeon E5, 2 GHz à 6 cœurs. 32 Go DDR4 3200 MHz, GTX 1080, 8 Go, GeForce, donc, et un SSD rapide de 512 Go. Le tout monté sur une carte mère, une grande carte mère, à plusieurs PCI Express. En fait, ma GTX est déjà une très bonne carte graphique. J'ai prévu en fait plusieurs autres emplacements pour rajouter au fur et à mesure des cartes graphiques puisque Resolve utilise beaucoup les GPU pour travailler. Pourquoi ce choix comment faire une bonne station Resolve? Ça, je pense encore une fois que ça mérite un podcast dédié. Je vais d'ailleurs lancer ma nouvelle série de vidéos. Oui, je sais que je vous en parle depuis longtemps et d'ailleurs j'avais tourné un épisode mais qui n'est finalement pas sorti. Raison, encore une fois, je n'ai pas abordé ça ici, j'ai eu quelques problèmes, je vous les détaillerai plus tard. Donc, mais rassurez-vous, ça va venir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je commence un peu à devenir indépendant, c'est la bonne, ça va venir, ça ne va plus tarder. Donc, où je vais vous détailler qu'est-ce qui fait une bonne station Resolve. En attendant, de nouveau, je vous invite, le lien est en description, à suivre la vidéo de Max Maximus, qui a fait une vidéo déjà, quel PC pour DaVinci Resolve. C'est très bien expliqué, c'est très instructif, ça pourra déjà vous aider. Voilà, donc ça c'était pour la question de la station et pourquoi ce choix. Next. Faut-il un Macintosh pour travailler en vidéo? Est-ce mieux d'investir dans un ordinateur Apple? Alors ça, c'est la question polémique, la question qui fâche, la question qui déchaîne les passions, qui déchaîne les pros Apple autant que les haters. Le Mac vs PC, c'est vraiment le PSGOM du geek. Mais bon, au-delà de tout l'aspect polémique qu'a cette question, je pense vraiment que c'est une question très intéressante parce que, inutile de le nier, il est vrai que les Macs ont une place assez importante dans l'audiovisuel. On voit souvent des Macs, on en voit souvent en studio, on a beaucoup de professionnels qui sont sur Mac, qui privilégient le Mac. La question, c'est pourquoi ? De nouveau, je pense sincèrement que cette question mérite un podcast dédié. Toutefois, pour déjà vous fournir une réponse rapide, si vous hésitez, si vous ne savez pas trop si il vaut mieux prendre un Mac ou un PC si vous voulez faire de la vidéo, je vais vous répondre cette réponse toute simple. Il existe plein de logiciels de montage vidéo parfaitement convaincants, performants, stables. Il y a Avid, il y a Premiere, il y a DaVinci sur Windows. Il y a même beaucoup de logiciels qui sont Windows only, comme Vegas, comme Edius Pro, qui sont très bons, qui fonctionnent Windows Only aussi. Vous avez plein d'alternatives, vous avez plein de logiciels également excellents en ce qui concerne l'encodage. Petite mention, j'ai connu l'existence de ce petit logiciel d'encodage sur le groupe SOS Post-Prod. Je fais un salut aux développeurs et je vous encourage très vivement à aller télécharger. Il est gratuit, c'est une petite merveille, c'est une perle. Shutter Encoder, Mac et Windows. Merci les développeurs de Shutter Encoder. Merci SOS Post-Prod d'ailleurs. Tout ça pour dire, le Mac n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien avoir une machine parfaitement fonctionnelle et travailler dans d'excellentes conditions sous Windows.
Voilà, ça répond, je crois bien, à votre question. Next. Quels films connus ont été montés ou étalonnés avec DaVinci Resolve? Alors c'est une question très intéressante, toutefois c'est très difficile d'y répondre. En fait, bon, concernant les films montés avec DaVinci Resolve, c'est difficile parce qu'il y en a peu. Il y en a peu parce que ça fait peu de temps que la chambre de montage a été intégrée dans DaVinci Resolve, et bon, ça fait peu de temps qu'il est convaincant à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, il doit encore vraiment faire son bonhomme de chemin. Le nombre de films montés avec DaVinci Resolve est clairement à ce niveau-là anecdotique. En revanche, concernant les films étalonnés avec DaVinci Resolve, là c'est difficile parce qu'il y en a trop. Oui, il y en a tout plein. Resolve, c'est 80% du marché d'étalonnage. Donc il y en a vraiment, je vais parler vulgairement, il y en a une chier. Même quand j'étais à l'IBC, j'ai posé la question à Larissa Mori de Blackmagic, qui m'a dit « Oh, it's difficult, there is a lot ». Donc pour vous citer quelques exemples, je peux quand même vous citer un ou deux exemples. Pour vous citer un exemple de film récent, par exemple Wonder Woman, que vous avez peut-être été voir au cinéma. Donc Wonder Woman, étalonné sous Resolve. Plus ancien, du grand chef de la saga Alien, Ridley Scott, Alien Covenant, étalonné sous Resolve aussi. Il y a eu aussi, pour des films un petit peu plus série B et autres, A Ghost Story, par exemple. Pour vous dire, il y en a vraiment, vraiment énormément. Donc ça va être difficile de faire une liste de tous les films qui ont été étalonnés avec DaVinci Resolve. Voilà, j'espère quand même que ça répond à votre question. Next. Quelle place occupe DaVinci Resolve sur le marché de l'étalonnage? Est-il intéressant de se former à un logiciel d'étalonnage concurrent? Excellente question qui fait bien suite à la précédente. En fait, donc comme je vous ai expliqué, le marché de l'étalonnage global, mondial, c'est 80% Resolve, 20% le reste. Dans le reste, en fait, on retrouve essentiellement des studios de long métrage, des studios hollywoodiens, qui travaillent avec Baselight, de Filmlight, que je vous ai montré à l'IBC, ou aussi, je vous en avais parlé, de Mystica, de SGO. Est-ce qu'il est intéressant de se former à un logiciel concurrent? C'est toujours intéressant, parce que si vous formez un logiciel concurrent, vous allez pouvoir comparer les deux approches. Vous allez pouvoir justement essayer de voir dans quelle approche dans quel cas un logiciel est plus pratique que l'autre. C'est une très bonne façon d'apprendre l'étalonnage. Donc c'est toujours utile, c'est toujours pratique, c'est toujours intéressant. Par contre, la question, est-ce indispensable? Non, clairement. Éventuellement, vous pouvez prendre des formations spécifiques. Il faut savoir aussi que parfois, il y a une infime tranche de certains studios qui travaillent avec des plugins intégrés dans les logiciels, comme par exemple les suites Magic Bullets ou autres. Ça peut être très intéressant aussi de se former un peu à ces logiciels-là. Je pense aussi à Color Finale sous Final Cut Pro 10. Vous savez que Denver Riddle a étalonné tout son long métrage là-dessus. Je vous en avais parlé sur la Corvans Prod. Donc voilà, ça peut être un cas aussi. C'est toujours intéressant de les apprendre, mais voilà, c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien vous en sortir avec... Si vous avez DaVinci Resolve, vous avez vraiment la grosse base, ce qu'il faut pour partir dans le monde de l'étalonnage professionnel. Que penses-tu de l'utilisation de LUT ou de look d'étalonnage préétabli? N'est-ce pas de la triche? N'est-ce pas casser la créativité d'étalonnage? Tricher, c'est un bien grand mot. Ces outils, ils ne sont jamais là que pour servir votre créativité. Je dirais, c'est vrai, fondamentalement, je comprends ce que vous voulez dire avec cette question, parce que c'est vrai que si on considère un réalisateur qui prend juste une lutte de lookage automatique, qui l'applique sur tout son montage et qui s'en contente pour son film, ou alors quelqu'un qui prend des étalonnages préfaits comme ceux qui sont intégrés dans Final Cut Pro 10, qui l'applique sur tout son film et qui dit c'est bon, ça fonctionne comme ça, c'est vrai que ce réalisateur ne fait pas preuve de beaucoup de créativité, mais c'est lui qui fait preuve de peu de créativité. C'est pas l'outil qui casse la créativité, parce que justement, il y a une façon de s'en servir aussi. Vous pouvez vous servir de ces outils d'étalonnage automatique de façon intelligente, notamment par exemple pour vous en servir comme guide, comme base, pour savoir comment étalonner, aller vers tel style. Notamment pour ça, mon outil de prédilection, concernant les étalonnages préfaits, c'est clairement le Magic Bullet Looks. Je trouve qu'il est super bien pensé. L'intérêt, par exemple, c'est justement de prendre un étalonnage de référence, prenant l'étalonnage blockbuster, et donc de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, pour ensuite en tirer ses propres idées. Donc, je vous le dis, utiliser les étalonnages préfaits, c'est une très très bonne façon d'apprendre l'étalonnage, parce que c'est très instructif aussi. Ça peut vraiment vous aider à comprendre comment fonctionne tel ou tel lookage. Donc c'est vraiment vraiment très utile. Donc non, ça ne triche pas, ça ne casse pas la créativité, c'est juste que certains s'en servent comme des manches. Voilà, mais c'est eux le problème, c'est pas les outils préfaits. Je crois que ça répond bien à la question. Next. Quel format ou codec conseilles-tu pour étalonner? Alors, effectivement, concernant l'étalonnage, on peut se retrouver vite face à des problèmes liés au format, notamment au format d'échantillonnage, 4.2.2, 4.4.4.4, 4.1.0, ou face au codec, si ce dernier utilise des macro-blocs un peu trop puissants, etc., et un peu trop forts. Donc, de fait, je dirais dans l'absolu, essayez de privilégier les codecs prévus pour la post-production, comme l'Apple ProRes, comme la VIC DNX HD.
Du côté de ce que moi je préfère, en tout cas, je vais pas dire préfère pour l'instant parce qu'il n'est pas encore très mature, il doit encore faire son bonhomme de chemin, mais je crois beaucoup en l'avenir du JPEG 2000. Le MJPEG 2000, donc, puisque le JPEG 2000 c'est vraiment l'algorithme de compression qui est différent du JPEG, parce qu'en fait tout ce que vous avez, vous partez en fait du JPEG, vous compressez toutes les images d'une vidéo en JPEG, c'est ce qu'on appelle le MJPEG, c'est la norme de compression la plus efficace, enfin la plus intéressante pour le montage, parce qu'alors pour le montage la post-production, parce qu'en fait, du coup, alors, vous pouvez vous positionner sur une image précise et elles se décodent d'elles-mêmes automatiquement, elles ne sont pas dépendantes les unes des autres, et donc du coup c'est très facile à décoder. Donc en fait tous les autres codecs plus efficaces de post-production qui sont venus après, ils ont conservé le JPEG de base en ajoutant donc des options interframe, donc calculer, donc si par exemple je fais ça, eh ben, l'algorithme de compression va calculer qu'entre les images 1, 2, 3, 4, hein, il n'y a que ceci qui bouge, donc il va conserver uniquement la différence, et tout le reste eh ben, ce sera effacé pour ne conserver que la différence dans le fichier final, ce qui réduit vous comprenez, c'est ça qui réduit le débit. Et donc c'est recalculé, tout ça c'est recalculé au décodage. Et donc, mais c'est toujours la même norme. Et donc en fait il y a une nouvelle norme, le JPEG 2000, qui est une amélioration donc, du JPEG de base. Et donc on en arrive à une amélioration qui est le MJPEG 2000, compresser toutes les images de votre flux en JPEG 2000. Je crois que ce codec a beaucoup d'avenir, cette norme de compression, je ne devrais pas dire ce codec, mais cette norme de compression a beaucoup d'avenir, je le pense. D'ailleurs, c'est là-dessus, sur le JPEG 2000, qu'a basé Red, les fabricants de la caméra Red, pour leur Red code, hein, leur algorithme de compression des caméras RED, et c'est là-dessus aussi, vous pouvez notamment un codec que vous pouvez utiliser dans Resolve, dans Premiere, je ne sais pas si dans Final Cut Pro 10 il est accepté, je dois tester, mais en tout cas, donc, et qui est basé sur le JPEG 2000, c'est le GoPro Cineform. Je vous invite à vous renseigner sur le GoPro Cineform, je pense que sincèrement, c'est vers ce genre de codec que se situe l'avenir. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Alors, je me dis peut-être que là je vous ai fait un résumé très rapide et très bref des fonctionnalités de compression et que c'est peut-être pas très clair pour vous. Rassurez-vous, je vais consacrer, comme je vous l'ai promis, une nouvelle série également. Tout ça, on va étudier la technologie vidéo, le workflow, etc. Comment ça fonctionne de façon plus précise. Mais voilà, je crois que ça répond bien à votre question. Donc privilégiez les codecs de post-production, privilégiez les échantillonnages minimum 4.2.2 et si vous avez la possibilité, testez le GoPro Cineform et les codecs JPEG, MJPEG 2000. Voilà, next. Recommandes-tu le travail en 4K? Est-il conseillé d'investir dans du matériel 4K niveau post-production ou vision? Alors, travailler en 4K en post-production, pour qui que ce soit, c'est toujours intéressant. Pourquoi? Pour reprendre un peu la science du workflow. Bon, il faut savoir évidemment que la science du workflow, c'est une science qui est très complexe hein, et qui dépend de beaucoup de choses, qui dépend de vos logiciels, autant de montage que d'étalonnage, que d'encodage, et qui dépend beaucoup de la façon dont vous allez diffuser vos vidéos, de la façon, du nombre de sorties que vous allez faire, etc. Donc voilà, mais grosso modo, vous avez une règle qui va souvent revenir, c'est une règle générale basique du workflow, c'est travailler dans la meilleure résolution possible et dans le plus haut débit possible, c'est-à-dire quand vous faites une augmentation de résolution, début de workflow. Réduction de résolution, fin de workflow. Réduction de débit, changement de codec, fin de workflow également. Ce qui veut dire que, en règle générale, dans le workflow, si vous travaillez en 4K, donc même si vous sortez en 1080p, si toutes vos sorties, vous allez publier donc uniquement sur télévision HD, en distribution HD, sur YouTube en HD, 1080p, travaillez en 4K, donc si vous faites tout votre montage, votre étalonnage, etc. en 4K, et puis que vous downscalez en 1080p à la fin, vous aurez théoriquement une meilleure qualité que si vous avez tout fait en 1080p, en Full HD. Vous voyez? Donc, travailler en 4K, c'est toujours intéressant. Donc, ça, c'est toujours. La 4K pour vos travaux personnels en post-production, c'est toujours intéressant. Quel que soit votre support de diffusion. Après, au niveau de la vision, je suppose que vous voulez parler de la consommation. Est-ce que c'est intéressant d'acheter une télé 4K plutôt qu'une télé Full HD? Je dirais que dans l'absolu, c'est mon avis personnel, je ne vois pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on est un peu à un carrefour, on est un peu à une explosion donc de nouvelles technologies. D'abord, il y a la 4K, maintenant il y a la HDR. Vous avez vu qu'il y a la HDR qui est en train d'arriver, qui est en train de se démocratiser. Il y a également, parce que la HDR a une évolution, la REC 2020. Et vous avez vu également qu'il y a l'OLED qui commence à arriver sur le marché. Il est arrivé sur nos smartphones, les premières télé OLED sont sur le marché, tout ça va se démocratiser. Donc acheter une télé 4K et passer un peu à côté de toutes les autres technologies,
Voilà, c'est pas très intéressant pour le moment. Moi, je vous conseille d'attendre que toutes ces technologies se démocratisent. À ce sujet, je me dois de faire une mention de nouveau de quelqu'un parce que j'ai découvert une chaîne sur YouTube qui est absolument fantastique, que je trouve vraiment géniale, de Pepe World. Hein, je vous mets le lien en description. Donc Pepe World. Pepe World fait en fait beaucoup, c'est un gars donc qui fait beaucoup de voyages et qui va vous faire plein de tutos, plein de petites vidéos comme ça, informatives sur la technologie vidéo, la technologie de consommation, comment ça fonctionne un écran OLED, comment ça fonctionne les LED, est-ce que c'est intéressant, il va vous proposer même des petites analyses, des études de marché, c'est super. Pour tout consommateur de médias qui veut un petit peu se perfectionner, être sûr de bien acheter, c'est vraiment une petite mine d'or. Félicitations d'ailleurs Pepe World, je te fais un petit clin d'œil et je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Voilà, ça répond bien à votre question. Next. Quels sont les pièges, les erreurs à éviter quand on débute dans l'étalonnage? Très bonne question et je crois que ça doit se faire de nouveau dans un podcast dédié. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges à éviter et je crois que ce serait intéressant de les détailler. Mais il y aura une vidéo pour ça. Je vous demande de prendre patience. Voilà, ça conclut pour l'instant le résumé de la plupart des questions qui reviennent souvent quand je reçois dans mes mails. J'espère que ça vous a été instructif, j'espère que ça vous a fait comprendre des choses. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, vraiment. Merci à tous également pour vos réactions positives. Merci également à tous pour vos critiques, parce qu'une critique constructive, ça permet toujours d'avancer. Hein. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Corvansprod.